Mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue dans ce 10e numéro du podcast Business and Leaders. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un grand monsieur, non pas seulement par la taille, mais par le talent. Au-delà de sa qualification professionnelle qui est chargé de mission au cabinet royal, je reçois surtout aujourd'hui l'intellectuel, le poète, le philosophe et le musicien. Khaïs Ben Yahia, bonjour et merci d'être là. Bonjour Jamal, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité, partager, comme toujours d'ailleurs avec toi, des moments hyper sympathiques où on se laisse aller à nos discussions à bâton rompu et qui sont en tout bonheur et tout lumière. Voilà. En tout cas, merci. C'est une énième conversation qu'on va avoir ensemble. Oui. La première question pour mes invités est toujours la même, c'est qui est Khaïs Ben Yahia? Euh, Khaïs Ben Yahia pour moi, parce qu'il peut être différent par rapport à ce que tu vois en lui, ce que les autres voient en moi, mais par rapport à moi, Khaïs Ben Yahia, c'est toujours cet enfant euh, qui, à peine hier, avait 7 ans et qui vivait dans un milieu magnifique, avec un papa formidable, une maman formidable, où il a appris que l'amour était fondamental dans la vie. Et c'est ça qui a été, quelque part, le moteur de tout ce qui va suivre après, de tout le parcours, on va y revenir peut-être, mais qui a été jonché, je le dis toujours, de cette manière, c'est un petit peu choquant, mais c'est comme ça, jonché, d'accidents heureux. Ce ne sont pas des accidents dans leur concept, mais ce sont des changements de parcours, immédiats, brusques, mais qui étaient tout le temps heureux, mais qui étaient tout le temps animés par cet esprit-là, heu, dont j'ai été emprunt, déjà très dans mon jeune âge, dans un milieu, un environnement, une famille, qui était soucieuse de m'inculquer des valeurs du Marocain que je suis et dont je suis fier aujourd'hui. Voilà, je le résume comme ça. Maintenant, s'il faut aller dans le détail, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de choses à raconter, mon parcours, a connu, pas des rebondissements, mais en tout cas des virages hyper intéressants, je suis quelque part, comme tu l'as dit et j'en suis fier. D'abord, je suis poète. J'ai été aussi musicien et ça, je le réclame, et ça va de pair avec la poésie parce que si la poésie n'est pas musicale, elle ne l'est pas. Mais je suis aussi, scientifique, parce que j'ai fait, mes études à un certain moment, en chimie nucléaire, où j'étais ingénieur en chimie nucléaire et j'ai été chercheur, en médecine nucléaire, en laboratoire de physiopathologie à l'hôpital Erasme à l'ULB, à Bruxelles, dans le cadre d'un PhD en applications pharmaceutiques, où j'étais dans une verticalité assez spéciale qui m'a fait, acquérir, j'allais dire, des registres très importants scientifiques qui font de moi, avec la musique et la poésie, le philosophe que je suis aujourd'hui. Voilà. Heu, je ne suis pas en train de dire que je suis un homme à part, mais je suis un humain comme tous les autres humains, qui a vécu pleinement, toutes les expériences, qui lui ont été présentées. Et tes racines, elles viennent d'où? Alors mes racines sont un petit peu, vous savez, les Ménéchès sont des nomades. Heu, Ma mère est tétouanie, Allah يحفظها ويجزيها ربيعة مرابط. Elle est née à Tétouan, elle est de pure, souche tétouanée andalouse, مرابط. Par contre, mon père, il est né à Tétouan effectivement, mais on est d'origine من تافلالت, بالريساني, من ولاد يحيى, قرية ولاد يحيى. Et pour l'anecdote, mon arrière-grand-père, qui est le grand-père de Walid Allah يرحمه, à l'époque habitait, القرية ديالو, son petit patelin et juste en face, il y avait une fille qu'il a aimée, avec qui il voulait se lier, mais qu'on lui avait refusé. Alors ils avaient choisi de prendre le petit âne, très tôt le matin et de partir en escapade et d'aller à Tanger. D'aller à Tanger, pourquoi Tanger? Parce qu'ils avaient convenu qu'en arrivant, ils allaient se marier et qu'ils allaient prendre le seul bateau qui partait dans l'allée, l'Hijaz, l'Hijj. Il se trouve qu'en arrivant à Tanger, le bateau était déjà parti, programme, remis en question et entre-temps, ils se sont mariés. Elle a, enfanté de mon grand-père. Mon grand-père, lui, à son tour, nomade dans sa nature, a vu une tétouanaise, et il disait: «Hiya ou Blech», il voulait pas autre chose, donc il s'est marié à Tétouanaise, il s'est retrouvé à Tétouan. Mon père est né à Tétouan, il s'est marié à une Tétouanaise, mais moi je suis né à Rabat. Donc en fait, ce chemin, c'est un petit peu, j'allais dire, le parcours de tous les Marocains, parce que nous avons cette grande richesse des lieux, ces lieux qui font le Maroc avec sa diversité, sa multiplicité et ses grandes valeurs. Ces grandes valeurs qui sont ancestrales et qui ne changeront jamais, malgré la localité, malgré, j'allais dire, les petites nuances, qui sont liées à la localité. Voilà. Et comment dans ce contexte d'histoire, d'ancrage territorial,
naît ou vient à apparaître la fibre artistique? Et l'idée, comme je t'ai dit tout à l'heure, d'une manière assez spontanée, parce qu'à l'époque, le Walid Allah yarhamou, beaucoup de gens connaissent le Walid, mais sous le nom de Mohamed Tanjawi. Le Walid était connu sous le nom de Mohamed Tanjawi, c'était un grand journaliste, il était le patron du journal Anba, qui était Sawt ad-Dawla, à l'époque, mais il était un grand poète aussi. D'ailleurs, il est le seul pour qui les grands chanteurs, arabes, ont chanté, Mohamed Abdel Wahhab, Abdel Halim Hafid, Abdou Abdou Karim, les grands succès, Mawlid al-Qamar, Habibati, Hadiyadi Mamdoudatun, tout ça, c'est des grands succès que mon père écrivait. Et à l'époque, en étant jeune à la maison, chez nous, tous les soirs, c'était festif, c'était poétique, c'était musical. الفنانة كانوا داخلين خارجين، الشعراء داخلين خارجين. À l'époque, c'était quelque chose de spontané, naturel. La collectivité artistique et culturelle existait en plus de la collectivité, familiale, et ce partage était présent tout le temps et nous, on voyait ça, on vivait dans ça. On était baignés dans ce milieu et la dans ce qui fait que la fibre, poétique et artistique était tout à fait naturelle. C'était pas On n'y accédait pas par effort, on y accédait d'une manière assez spontanée et dès le jeune âge, déjà à 16 ans, j'avais commencé à griffonner quelques vers, hein. Quand je voyais une petite fille qui me plaisait, je voulais écrire un petit truc de chi, donc mon épouse pourra vous en parler, hein, si elle était là. Mais et depuis, j'ai commencé, mais sans prétendre quoi que ce soit, parce que ça faisait partie de la nature de la famille. Jusqu'à, récemment où, la poésie a pris le dessus pour qu'elle soit partagée avec le public. Idem pour la musique, hein, donc la musique, on a grandi dans ce milieu avec mon frère Anwar qui lui est professionnel. Il vit en Suède, tabarkallah aleyh, un grand professionnel de la musique. D'ailleurs, il était très ami avec Redouane, à l'époque, ils sont partis ensemble en Suède, Ouadi, donc c'était un milieu dans lequel nous avons grandi aussi naturellement. Heu et heu et la musique, on a joué pendant très longtemps, j'ai fait du jazz pendant très longtemps. Où je faisais de la basse, j'étais batteur par moment, mais je surtout pas bassiste et chanteur et on chantait tous les répertoires. Je chantais tous les répertoires des grands crooners, notamment Frank Sinatra, notamment les grands latin jazz et tout ça. Le Club 5 à l'époque de l'Hôtel Saphir de Rabat peut en témoigner, s'il existait encore, mais on passait des nuits et des nuits là-dedans à à nous, pas à faire de la musique, mais à partager la musique. Voilà, c'est complètement différent et Et ces aspects sont fondamentaux. si j'osais, je te dirais, est-ce que tu pourrais, quelque part nous fredonner, quelques quelques notes de Frank Sinatra? Je ne sais pas si tu le ferais, mais en tout Je cas je 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 le ferai avec grand plaisir, maintenant, fredonner en a cappella Frank Sinatra, c'est un peu délicat, mais j'aurais chanté facilement, Strangers in the night, exchanging glances, walking in the night et My Way aussi, My Way, moi je My Way, pensais que c'était qui My était le Way, grand ouais. succès, hein. Ouais. Absolument, absolument. Tout à l'heure, tu as parlé de collectivité culturelle. Quel est ton regard sur l'écosystème ou cette collectivité culturelle aujourd'hui en 2025 au Maroc, avec toute cette diversité donc que tu évoquais tout à l'heure? Quel est ton regard là-dessus? Alors, déjà, il faut qu'on définisse ce qu'on doit entendre par collectivité, parce que toute collectivité s'entend dans le cadre d'un partage. Dans le cadre d'une osmose où les gens s'entendent avec la même vision, la même compréhension de ce qu'ils abordent ensemble. Cette collectivité, pour moi, n'existe plus, y compris celle familiale, parce que la dislocation, aujourd'hui de toutes ces collectivités au profit, de l'approche, j'allais dire libérale à outrance, qui veut que l'individu consomme plus que le collectif, fait que toutes ces collectivités ont disparu. Les cultures aujourd'hui qui se déploient sont beaucoup plus, j'allais dire, des produits d'individus, et d'individus pluriels qui se réunissent à certaines occasions, mais ce n'est pour moi jamais un produit d'une collectivité et c'est dommage parce que c'est la collectivité qui fait la valeur et c'est elle qui capitalise, parce que s'inscrire dans la démarche individuelle, est juste un chemin de consommation qui se dissipe rapidement. Voilà. Quels seraient donc, par conséquent, d'après toi, les ingrédients pour fabriquer cette société culturelle, aujourd'hui? Oh là là, je suis pas magicien, sincèrement, moi j'aurais aimé que quelqu'un vienne me le dire, m'expliquer parce que je c'est un besoin, quelque part presque essentiel pour la de survie, mais j'aurais dit qu'il y a quand même des éléments de base qui sont pas à portée de main, mais qui sont peut-être évidents. L'école, travailler sur l'école, réintroduire, les aspects de la culture de manière générale, l'art, la culture dans l'école, la poésie, la littérature, réintroduire la philosophie.
Parce que si on n'est pas philosophe, on ne peut pas être poète. Il faut avoir, un chemin de pensée qui est organisé, qui n'est pas juste un chemin de réponse à des stimulus, mais qui est un chemin de construction d'idées. Et ce chemin, on ne peut l'atteindre qu'à travers les démarches de compréhension philosophique. Et ça, pour moi, il faut réintroduire la philosophie, l'art, la culture, déjà au jeune âge. Je ne sais pas comment, hein, je ne suis pas magicien, je ne suis pas en train de dicter, mais je suis en train d'envisager. Et je crois que si on arrive aujourd'hui à intéresser déjà nos enfants par ce genre d'ouverture, les jeunes se sentiront beaucoup mieux, et que dire des adultes après? Une étude du World Economic Forum, il y a une quinzaine d'années, a fait émerger les compétences du 21e siècle. Parmi ces compétences, il y a la pensée critique. Exactement ce que tu es en train de dire aujourd'hui avec, on va dire, la vulgarisation ou le développement de la philosophie le plus tôt possible dans le cursus éducatif. Éducatif. Et comme tu le sais, on en est loin aujourd'hui. Et donc, un socle éducatif, culturel, un minimum serait quoi le package à minima entre, l'écriture, la poésie, la littérature, la musique? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, dans notre espace éducatif Je aujourd'hui? crois que le minimum, c'est de le vouloir. Si aujourd'hui on le veut, je crois que la déclinaison ne pose pas de problème, parce que toutes les expériences, j'allais dire entre guillemets, qu'on pourra mettre en place ne peuvent être qu'utiles et favorables à un meilleur développement de l'enfant. Le minimum aujourd'hui de base, c'est de le vouloir et de faire le premier pas. Qu'importe s'il est bon ou pas, mais d'essayer, parce que c'est en essayant qu'on arrive à aller de l'avant. Mais en n'ayant pas d'audace, j'allais dire, pour aller de l'avant, rien ne se fera, et on restera toujours en train de se poser la question: «Pourquoi on ne fait rien?» En entendant ce que tu viens de dire, je lis aussi quelque chose autour des acteurs, des parties prenantes. Et au-delà de l'État, il y a aussi peut-être un rôle de la société civile. Un peu fondamental. Quelle est ta lecture sur ça? Oui, écoute, c'est le citoyen de manière générale, c'est la responsabilité de tous les citoyens. Et quand les citoyens s'organisent en société civile, c'est encore mieux, parce qu'on crée de la collectivité, on fait du partage, et toute collectivité et partage est génératrice, j'allais dire, de bonnes valeurs. Et c'est ce qu'il nous faut. Et aujourd'hui, le rôle de la société civile est extrêmement important dans ce domaine en particulier, pour apporter, je vais dire, ce décalage par rapport aux approches structurées qui sont fondamentaux dans l'éducation, apporter un plus de cadrage dans ce qui est artistique, culturel, leadership, pour aider les jeunes à mieux se construire dans l'avenir. Quand on pose la question à la société civile qui opère dans différents domaines, la Oui, culture ou ailleurs, elles te disent toutes la même chose. Elles te disent qu'aujourd'hui, le message et l'orientation de Sa Majesté a été entendu, puisque la société civile doit avoir un rôle important. Et en même temps, dans la vie de tous les jours, c'est pas simple pour ces associations d'exister, pour faire des choses, faute de moyens, faute de leadership, faute de mentors. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour accélérer non seulement leur rôle, mais en même temps créer cet écosystème de l'industrie culturelle? Chouf Jamel, si c'était simple, ça aurait été fait déjà il y a longtemps. C'est parce que c'est pas simple qu'il faut le faire. C'est parce que c'est pas simple que la société civile doit s'engager, elle doit être porteuse du projet, indépendamment des contraintes du terrain. Parce que le terrain, on va avoir de la résistance, parce qu'on attaque des éléments culturels. En face, on va avoir des gens qui sont d'avis contraires, qui ne veulent pas que leur enfant apprenne la musique, qui veulent pas. Mais ça fait partie des écueils qu'il va falloir dépasser. C'est pas à l'État aujourd'hui de lever les écueils pour que la société, à mon avis, civile puisse agir. C'est à la société civile de prendre son bâton de pèlerin et d'aller de l'avant, et d'apporter, de résister, d'apporter autant que faire se peut des réponses à ce genre de questionnement. Si c'était simple, Revenons aux poètes. oui, j'adore, je Revenons préfère. revenons aux poètes. Aujourd'hui, comment s'est déclenché? Je sais que l'influence familiale a beaucoup joué, mais à un moment donné, la feuille blanche, le stylo, à quel moment tu as pris la feuille et tu as pris le stylo? Alors je me rappelle pas, parce que j'ai l'impression que je l'ai toujours pris. Tous mes écrits se sont faits tout le long d'un chemin où j'avais besoin d'extérioriser. J'avais un surplus d'émotions. Vous savez, je suis quelqu'un de très sensible, et moi j'adore être sensible, j'adore l'émotion, parce que c'est ça qui me fait humain, et qui fait qu'aujourd'hui, je peux me voir dans l'autre, et me voir dans l'autre est fondamental. Pour pouvoir le faire, il faut que je coule ces émotions dans du papier, parce qu'il ne faut pas que je les réfrène en moi,
et les garder, en chasse gardée, ça sert à rien. Mais une fois je les ai coulés sur du papier et partagés, et alors là, c'est lumineux parce qu'on se voit dans l'œil de l'autre et dans la reconnaissance de l'autre dans mes écrits et ça crée cette collectivité aujourd'hui de belles valeurs qui sont essentiellement construites autour d'amour, de partage et d'altérité. Quoi de mieux que ce genre d'espace pour pouvoir redevenir soi-même? Et on en a tellement besoin par les temps prosaïques qui courent et les temps aujourd'hui où les crises, multicrises sont de différentes formes. Partout, on voit les aberrations, les stupidités, les catastrophes qui se passent. On a besoin de poésie. Et la poésie a toujours été là, en tout cas. Là, il y a la science, voilà, la philosophie, encore une fois, pour ramener l'être humain à la raison. Parce que sans les poètes, sans les philosophes, sans les scientifiques, l'être humain n'aurait jamais pu se reposer la question sur le sens, sur la quête de sens, sur ce qu'il est dans ce monde. Est-ce que la poésie se lit ou se chante? Les deux. La poésie se lit et je chante. En tout cas, pour moi, quand j'écris, si ce n'est pas chanté dans ma tête, ce n'est pas de la poésie. C'est de la littérature peut-être, c'est de l'écriture, c'est peut-être de la prose, c'est peut-être, je sais pas, appelez-la comme, parce que moi je suis pas académicien, je peux pas rentrer dans ces détails. Mais moi, une poésie doit être chantée pour qu'elle soit partagée. Elle doit porter une vibration au-delà de la vibration du discours de tous les jours, au-delà de la vibration du dictionnaire qui donne du sens au mot. Parce que le mot peut être chargé de sens qui est contraire à ce qu'il est. Il suffit de lui donner l'intonation. Et ça, c'est important. Et moi, dans mes écritures, tu peux regarder, je suis pas dans la complexité de l'écrit. Je suis dans le sujet-verbe complément. Mais le sujet-verbe complément doit être porteur d'une forte émotion et de beaucoup de musicalité. Et c'est là où il devient poésie. La spontanéité de ton écriture, elle se fait à travers quelle langue? Ça dépend du sujet qui m'interpelle et de l'émotion qui me prend. Alors, il est vrai que j'écris en français, en arabe et parfois j'écris aussi en anglais, mais que je le dis tout le temps, le français est une très belle langue. C'est la langue de la modernité, la langue de Molière, Hugo, Ansart et tout ça. C'est la langue qui porte l'amour d'une manière très, très belle et quand je veux parler de ces sujets-là, en tout cas qui sont beaux, sympathiques, qui sont modernes, l'interpellation du monde dans sa situation d'aujourd'hui, le français s'y prête très bien. M m Et il s'y prête d'une manière spontanée. Je réfléchis en français, j'écris en français. Je ne traduis jamais. La poésie, quand il se c'est de l'hérésie de traduire de la poésie. C'est rien. Mais en tout cas, quand il s'agit d'écrire sur des choses beaucoup plus spirituelles, beaucoup plus identitaires, qui crient, le houïa, l'identité, mon histoire, mes valeurs, l'arabe s'impose. Parce que l'arabe est le seul vecteur qui est porteur de cette profondeur historique et qui puisse exprimer d'une manière fidèle le sentiment de l'instant, par rapport à ces sujets-là. Est-ce que le livre, le Coran, peut être aujourd'hui une inspiration pour toi, s'agissant de certaines thématiques et a une influence même sur la façon d'écrire? Et c'est clair. Et comment le Coran est influence sur la façon de vivre. Ah, c'est vrai que d'écrire. Le Coran influe tout ce que je fais, tout le temps. Il conditionne tous mes gestes, mon verbe, mes actions, ma réflexion, ce que je suis. Donc, nécessairement, dans la déclinaison de ces émotions in fine dans une poésie, il y a sûrement une influence de cette lumière coranique qui est dedans. Et sans prétendre quoi que ce soit, moi je dis en tout cas par rapport à mes écrits en arabe, je poursuis un chemin quelque part soufi et je n'ai pas besoin d'être autorisé pour le suivre parce que c'est un chemin où je vais vers la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, vers la quête de sens. Et ce chemin, aujourd'hui, est bien sûr illuminé par le Coran. Pas par le Coran dans son concept textuel, mais son concept de lumière. Et c'est ça qui est formidable, son éthique, son encadrement de ce que je suis, que je puisse écrire. Donc ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, tu prends la religion dans son objet qu'est la lumière et non pas dans son côté dogmatique finalement. Absolument, Et donc la quête de sens aussi, elle peut se développer à travers ça. exact. Alors comment répondre à la jeunesse marocaine aujourd'hui qui se trouve parfois très perdue, pour ne pas dire souvent? On a assisté il y a quelques mois je dirais à des enfants, à des jeunes qui ont voulu traverser la Méditerranée parce que quête de sens, parce que quête de projet de vie, quête de rêve.
comment, à travers tes écrits, à travers ton observation, parce que je sais que tu fais beaucoup de terrain, on peut donner un message positif qui donne envie à ces enfants de se dire, mais le Maroc, c'est quand même notre pays et on peut y faire des choses encore. Et déjà donner l'exemple, si chacun de nous donnait l'exemple à son niveau, ça serait déjà formidable. Heu et redonner de l'importance à la famille. Parce que je crois que la famille a abandonné son rôle, d'encadrement des enfants et des jeunes. Heu, c'est peut-être, tu vas me dire, c'est peut-être la société aujourd'hui qui impose, un certain rythme de vie qui fait que la famille a abandonné, mais ce n'est pas, une excuse suffisante. Il faut que cette collectivité qui est la famille, qui est le noyau de la société, reprenne en main l'encadrement des jeunes. Et si, cette démarche commençait petit à petit, avec l'appui aussi de la société civile pour qu'elle puisse agir dans ce sens, je crois qu'on arriverait à juguler, justement ces fuites, qui sont beaucoup plus des dégâts collatéraux d'un manque que des résultats d'une volonté. Voilà, C'est un manque. Il est clair que ces jeunes ont un manque, entre guillemets, de tout, voilà, un manque d'éducation parce que la famille, effectivement, a, je dirais, abandonné quelque part son rôle éducatif, mais l'école aussi. l'école aussi, bien sûr. Et l'école. Et je pense que si aujourd'hui on insiste à des chiffres quand même qui ne sont pas très heureux, les décrocheurs scolaires, 400 000 par an, etc. Comment aujourd'hui, à travers des exemples, comme tu le disais fort bien, et d'ailleurs cette émission, ce podcast, a pour objet aussi de montrer des gens qui sont positifs, qui ont envie de montrer qu'on peut Ouais. réussir au Maroc. À ton avis, sans qu'il y ait de baguette magique aujourd'hui, quelles sont les deux trois choses que l'école devrait s'approprier pour créer les citoyens un peu plus éclairés demain? C'est pas un sujet de philo. C'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Moi, je le dirais autrement. L'école devrait se reconstruire autour d'une charte de valeurs. Parce qu'il faut donner de la vision avant de donner, de la feuille de route. Et si cette vision aujourd'hui est partagée, autour de valeurs de Tabrabit, je crois qu'on a toutes les chances de réussir. C'est fondamental. Mais il faut qu'on fasse cet exercice de partager cette vision et qu'elle soit portée par tout un chacun qui est acteur à ce niveau-là. Et qu'il puisse, dans sa finalité de tous les jours, se dire: «Il faut que je transmette ces valeurs». Une fois on arrive à cette déclinaison de cette manière, je crois qu'on pourra réussir des choses sympathiques. Voilà, je dirais comme ça. Et c'est très bien formulé et surtout tu viens de prononcer un mot qui est fondamental, en tout cas à mes yeux, je pense au tien aussi, c'est le mot transmission. Transmission. Aujourd'hui, on a un vrai sujet de transmission puisque les anciens n'écrivent pas et donc ne transmettent pas l'histoire telle qu'elle a été vécue pour donner cette fierté. On sait tous que notre pays est le plus ancien pays du monde avec ses 12 siècles, etc. Et comment? Mais comment insister pour que la valeur d'exemple, de transmission s'installe durablement pour que l'identité Maroc soit installée auprès de tout le monde aujourd'hui, cette transmission? Bah, écoute, il faut encore une fois revenir aux fondamentaux de l'éducation, la famille, la société civile, l'école et replacer le système de pensée au niveau, des jeunes pour qu'ils puissent comprendre aujourd'hui que les fondamentaux sont ces valeurs et qu'après, à partir de là, ils peuvent tout construire. Une fois ils ont ça, ils sont quelque part et ils sont barricadés par rapport à toutes les j'allais dire, tous les dérapages qui pourraient, plus tard subvenir. Il pourra y en avoir, mais ça ne sera pas de la même ampleur. Mais si on revient sur ces fondamentaux aujourd'hui, heu et en sortant de la réflexion qu'aujourd'hui qu'un élève doit rentrer à l'école pour sortir après, trouver un travail, se marier, avoir de l'enfant, je crois que c'est un schéma quelque part construit autour d'une réflexion, extralibérale de consommation à outrance qui oublie l'être humain au milieu. Il faut replacer l'être humain dans sa vraie valeur, dans ses vraies origines et le construire autour de cela. C'est à ça que je pense. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des chartes de valeurs. Je ne dis pas, j'ai pas la baguette magique. Je réfléchis à haute voix. Je ne sais pas comment on pourra le faire, mais je crois que c'est fondamental de revenir à ces valeurs dans lesquelles moi j'ai grandi et qui ont fait qu'aujourd'hui je suis ravi d'avoir grandi parce que j'ai été immunisé contre beaucoup de choses aujourd'hui que je vois par ailleurs et qui me font pas plaisir. Sans être nihiliste ou pessimiste, est-ce que c'est pas déjà
trop tard dans le monde du numérique dans lequel on est, où les réseaux sociaux nous montrent une autre société dans laquelle on ne peut pas se reconnaître Ouais. fondamentalement, où le système de valeurs est complètement à l'opposé de ce que tu as pu vivre ou de ce que moi j'ai pu vivre. C'est comment peut-on limiter la casse plutôt? Je crois qu'indépendamment de l'outil qui façonne aujourd'hui, notre quotidien, heu, si l'outil est utilisé par une personne qui est chargée de valeurs de référence sûres, ouah, le résultat est garanti. Aujourd'hui, en termes d'intelligence artificielle, alhamdoulilah, المغاربة, ils excellent. Qui aurait dit qu'aujourd'hui, au niveau international, que les Marocains, avec leur système de formation d'Akchi, ils seraient quelque part tahramit, mais parce qu'ils sont avides de connaissances, d'excellence et tout. Si on les cherche déjà au départ avec des valeurs de référence, en leur expliquant les origines et tout ça, en faisant de l'approche pédagogique par rapport à ça qui soit construite, je crois qu'on tout ce qu'on peut craindre, c'est gagner une grande partie. Oui, gagner une grande partie, tu as raison, et ton cheminement d'ailleurs montre bien que ton ancrage identitaire, culturel, transmission de ta famille, de ton Oui, environnement, fait que ça t'a construit et t'a amené aujourd'hui à essayer de partager à travers l'écriture. oui. Et quand tu écris justement, est-ce que tu as des influences particulières ou est-ce que tu dis: «Je n'ai pas d'influence, j'écris avec spontanéité»? Là, l'écriture n'est pas une démarche. L'écriture est quelque part un résultat d'une situation où j'ai besoin d'écrire. Ce n'est pas quelque chose que j'organise. Je me mets pas autour d'une table avec un stylo, d'acchier pour commencer à écrire. C'est un état qui me prend à certains moments et j'ai besoin d'écrire. Et cette écriture, est devenue tellement aujourd'hui un besoin fondamental qu'elle est très bien partagée. J'ai fait l'expérimentation et j'ai trouvé que dans l'autre, je voyais mes écrits s'épanouir. Et c'est ça qui fait que je suis rassuré par rapport à ce que je ressens au fond de moi-même, que je dis qu'ailleurs, il y a beaucoup de Qais qui ne demandent qu'à se libérer. Alors comment tu peux contribuer à les libérer? En écrivant davantage, en partageant davantage, en venant chez Jabal pour partager avec lui cet échange, en toute liberté et toute spontanéité, en disant ce que je pense du fond du cœur et heu et en restant moi-même. Parce que si quelque chose altère ce que nous sommes, on est perdu. Indépendamment du statut, indépendamment du milieu, indépendamment de l'espace, de l'outil qu'on utilise, il faut rester soi-même et c'est fondamental dans la démarche. Qu'est-ce qui fait qu'un Qays Bn Yahya, installé en Belgique, a apprécié, les frites belges, Ah oui, notamment j'adorais ça, les moules frites. des moules frites, fait du jour au lendemain ses bagages pour retrouver son pays et ensuite connaître un certain nombre un voyage que tu as appelé tout à l'heure des accidents heureux. Je voudrais que tu me parles de ces accidents heureux et comment on quitte nos amis belges pour arriver au Maroc? Bah, écoute, quelque part, j'allais dire: «Je n'y suis pour rien». Sincèrement et j'en suis heureux parce que si j'y étais pour quelque chose, peut-être que j'aurais raté le coche. Mais alhamdoulilah, je dis que la main cachée a toujours été là pour me guider là où il fallait. Alhamdoulilah. En Belgique, effectivement, je faisais mes recherches dans le laboratoire tout peinard. J'appréciais les moules frites et tout ça, donc j'étais, au laboratoire de physiopathologie à l'hôpital Erasme avec un syndicat de chercheurs qui était pas que belge, hein, qui était italien, belge, hollandais, anglais, tout ça. On travaillait sur un sujet très pointu, la médecine nucléaire, où j'avais un truc que je développais, en matière d'industrie, pharmaceutique et je me suis rendu compte par hasard, que j'ai été trahi par rapport à ce sujet. Qu'il y avait un dépôt de brevet quelque part, qui s'est fait sans que mon nom ne soit cité. وحنا كتعرف النفس ديالنا المغاربة أوه لا لا! جا ما فكنا معاهم donc c'est pour moi, c'était très simple, c'était un signal très fort qu'il était temps que je retourne chez moi parce que c'est là où je serai moi-même, sans pouvoir, je rappelle me soumettre à l'adversité du lieu qui quelque part peut-être la Belgique, j'adore ce pays, c'est des gens formidables, mais il y a certains espaces où l'hégémonie industrielle, de l'argent, des finances qui prend le dessus et des comportements peuvent être, de ce genre. Quelques jours après, avec mon épouse, on était dans l'avion, on est rentrés, et heureusement que j'étais musicien parce que ça m'a permis au retour, je me rappelle, c'était au mois de juin, je suis rentré, immédiatement, on s'est retrouvés à Marrakech et j'avais un contrat avec un hôtel pour pouvoir animer, le piano bar avec mon frère, tous les soirs. Donc j'étais, quelque part au niveau alimentaire garanti.
Ma fille venait de naître, donc Cyrine, Allah yahfadha wa yajziha et j'ai déposé mes dossiers ici et là et 2 mois après, j'ai été, appelé au Centre national d'énergie nucléaire pour, rejoindre cette grande institution dans laquelle j'ai passé 10 ans en tant que spécialiste, de production de radioisotopes et à un certain moment en tant que responsable de communication parce que c'est là, grâce à Cheikh Khalid Mdiouli qui était un grand ami, mais aussi directeur général, j'ai pu apprendre le métier de la communication dans le monde nucléaire. Et c'est là où je suis devenu quelque part, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot expert, mais peut-être connaisseur de la communication, qui a fait de moi après, des possibilités qui sont ouvertes au niveau de la CDG, au niveau de la fondation et par la suite jusqu'à atterrir au niveau du cabinet royal. Ton expérience à la fondation t'a permis d'avoir une lecture de la société marocaine, j'imagine, à travers des milliers de projets, des centaines de projets, avec feu Zolekha Nasseri, Bah, Allah yarhamha. Heu, qu'est-ce que tu as tiré quoi de cette expérience, ouh là justement? là! Impossible de te dire ce que j'en tire parce que j'ai ça m'a façonné, ça m'a refaçonné totalement parce que, j'ai redécouvert le Maroc. J'avais une idée de ce que c'était le Maroc, mais d'être sur le terrain, de voir ce Maroc dans les yeux des enfants, dans les milieux ruraux, dans les espaces qui sont insoupçonnables pour nous. Je me rappelle les déplacements de N'Fgou, je me rappelle les déplacements ديال le الساعة ديال le tremblement de terre ديال Hoceima. Ces événements qui font la précarité, qui font le besoin et dans lesquels tu es présent pour apporter à ces gens-là un soutien et que tu vois dans leurs yeux de la dignité, de la valeur, de l'identité forte. Ah là là, c'est magnifique. Tu te dis: «Tabarakallah hada el-Maghreb». Ah là, jamais personne n'arrivera à nous faire plier parce qu'on a une forte personnalité malgré toutes les conditions. Mais justement, quand tu as lu, quand tu as vu, quand tu as mesuré ça de tes propres yeux, à la lumière de ça, comment le Maroc peut capitaliser justement sur ce profilage pour dire: «On est une nation, on est fier de l'être, on a des orientations, on a tout ce qu'il faut» et pourquoi ces valeurs, cette dignité, on la spread pas à travers le Maroc pour qu'il y ait on fasse société ensemble différemment? Et il n'est pas organisé et l'Espreadé, oui, mais il n'est pas organisé. Quelque part, je ne sais pas s'il faut l'organiser ou pas, mais elle existe. La preuve en est que quand il y a des événements qui nous réunissent, ne serait-ce que le foot, on est emballés, on se retrouve toujours un. يعني ماشي مغربي هذا différent على هذول، on est toujours on a les mêmes battements de cœur. C'est ce qui fait que ces valeurs-là nous animent tous. يصاو كيفقوا لك في الوجدان ديالنا. Qu'on soit diaspora, qu'on soit marocain résidant au Maroc, qu'on soit ailleurs, qu'on soit jeune, qu'on soit grand, qu'on soit femme, on a cet élément qui est fondamental et qui nous anime dans notre quotidien. Maintenant, il est vrai qu'il va falloir peut-être y travailler un peu plus pour que cette flamme donne un peu plus de lumière parce qu'elle est génératrice de bonheur et d'une plus-value, mais alors là, éternelle. Je souris parce que tu as, subrepticement abordé quelque chose que je vais matérialiser Ouais, je sais que tu vas accrocher sur le par le là. propos suivant. Coupe du monde, je veux dire, la totalité des Marocains ont découvert un concept qui s'appelle Nia, pendant la coupe du monde. Ah ouais, C'était magnifique. magnifique. La coupe du monde étant terminée, le lundi, tout le monde a repris le travail, cette Nia a disparu et on a repris les mauvais réflexes, la toxicité dans les relations et c'est là où je me dis notre paradoxe. Pourquoi on n'arrive pas à sortir de la schizophrénie où on sait qu'on a le capital pour faire des choses incroyables et en même temps, on attend que des moments d'union nationale pour l'être et entre-temps, on est complètement disloqué. Tu as dit le terme l'union nationale et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. L'individu pris à part ne développera jamais ce genre de valeur وحده parce que, isolé, il est dans l'unique logique de consommation. Se faire صباح شنو باش غيتغدى، شنو غادي يدير, se faire plaisir, manger, sortir, être ليناس وحده. Quand tu te mets dans la collectivité, il n'est pas dans cette logique. Il devient dans une logique où, justement, ce genre de valeur trouve un espace pour s'épanouir. Nia, le partage, le mahabba, la solidarité, des choses qu'il ne peut pas faire tout seul, dans sa logique tout seul, dans son chemin tout seul, de tous les jours tout seul. Donc il faut retravailler ces collectivités qui sont la famille, le Huma. Le Huma a disparu. Le Huma à l'époque, tout ce que j'ai vécu à Naf, le quartier, c'était formidable, des valeurs de grande qualité. Je les ai vécues dans le quartier. Aujourd'hui, il n'y a plus le quartier pour faire vivre ça, parce que ça a disparu. Si on arrive
Si la société civile, aujourd'hui, travaille pour recréer des espaces comme ça, je crois qu'on pourra refaire valoir ce genre de valeurs en partage. Serais-tu d'accord avec l'affirmation suivante qui dirait que, j'exprime, que notre pays connaît un momentum juste exceptionnel, Ah oui, c'est clair, exceptionnel. c'est clair. Notre pays s'est reconfiguré en plus de 25 ans. Notre pays aujourd'hui a adopté tous les codes, entre guillemets, de la modernité. Les événements, les spectacles, et cetera, et cetera. Et en même temps, on a plusieurs sociétés dans la société. Quel pourrait être le lien pour faire en sorte que demain, tous ensemble, on revient parce que le mot union que tu as réutilisé pour moi est important. Comment on peut faire pour que les gens prennent conscience de ce Maroc nouveau? C'est parce qu'il est là, il est nouveau, il est là, on le touche et qu'en même temps, ils se disent: «Mais je suis dedans, mais je dois aussi être inclusif avec tout le monde». Je te comprends, Jabal. Pour moi, il ne s'agit pas de faire quelque chose de précis. Il s'agit de continuer. Tu sais, aujourd'hui, une culture, on ne la change pas du jour au lendemain. Non. Il faut y travailler, il faut décristalliser, reformer, recristalliser, recadrer, remettre les gens dans un nouveau moule et tout ça, ça c'est connu. Mais par rapport à ce qui se passe au Maroc, alhamdoulilah, aujourd'hui, nous sommes en train de descendre, mais l'état de turbulence qui a fait que les chocs, j'allais dire, étaient multiples, et nous sommes en train de tendre vers l'état laminaire, qui va faire qu'on arrivera à un certain moment où ces espaces, les mazas, ils n'arrivent pas à s'ancrer à cette dynamique, vont pouvoir le faire. C'est une question de temps, c'est normal. C'est pas une baguette magique qui va ou là, c'est pas quelqu'un qui va le dicter le lendemain, Ratsbah, Keina. C'est quelque chose qui va se faire par la pratique, par l'échange, par l'effet de capillarité et c'est ça que je crois, à mon avis, d'ici quelques années, peut-être une dizaine d'années, si on revenait ici, tu poserais pas cette question. Bah, ce que je te propose déjà, c'est de prendre rendez-vous dans 10 ans. Anam, si tu veux bien, si tu me gardes en Donc vie, je pense que nos amis vont prendre la date de l'agenda. On va revenir et je te poserai la question, inch'Allah. Inch'Allah. Donc je vais revenir ton à ta plume. Est-ce que demain, on peut imaginer qu'on puisse organiser un festival de la poésie au Maroc? On peut tout imaginer. Le Maroc est une terre de festivals et ça marche à chaque fois. Encore une fois, parce qu'on est, adepte des festivités en groupe. Heu, moi, je vais souvent à Souera, je vais souvent à d'autres festivals et c'est des à chaque fois un bonheur de pouvoir me retrouver, toutes catégories confondues, dans cet esprit, de fête, culturelle et je crois rien n'empêche à ce que demain un festival de poésie ou d'écriture puisse être envisagé et pourquoi pas marocain, africain. Aujourd'hui, notre profondeur africaine nous permet aujourd'hui de pouvoir le porter d'une manière formidable, parce que je sais que le patrimoine poétique, littéraire, et historique, de l'Afrique, il est extrêmement riche et il trouvera au Maroc une caisse de résonance. Il trouvera pas mieux parce que surtout que Dama, il est en train de se détacher de certains liens, et aujourd'hui, il est peut-être moment idéal, opportun, de réinvestir ce milieu à ce niveau-là, pour pouvoir être porteur de la culture de l'Afrique au niveau du Maroc. C'est intéressant, ce que tu viens de dire, et ça a évoqué chez moi, c'est un concept qui se développe beaucoup chez nous dans d'autres domaines, c'est la souveraineté. Assourou. Là, on pourrait parler tu as parlé de patrimoine poétique, mais de la souveraineté intellectuelle, culturelle et cette fois-ci à l'échelle du continent, Ouais. finalement. Pour ne pas rester étriqué, et centré sur nous-mêmes, quels pourraient être les ingrédients de cette mise en œuvre, sachant que, alhamdoulilah, depuis que Sa Majesté a remis les pieds à l'Union africaine, on voit bien que le Maroc a pris une place très particulière sur le continent et beaucoup d'initiatives viennent du Maroc, et je ne vais pas parler de l'initiative atlantique qui est juste Ça, c'est exceptionnelle. sûr. Est-ce que demain, cette souveraineté culturelle, intellectuelle, continentale, à travers des activités, est-ce qu'elle pourrait voir le jour demain? Bah oui, rien n'empêche. Rien n'empêche. Aujourd'hui, on est en train de débattre des j'allais dire, de l'industrie culturelle dans sa globalité. Rien n'empêche à ce que cette industrie, mette, l'espace de périmètre africain, en exergue et qu'il puisse être porteur justement de l'ensemble et qu'être ça va qu'être si on investit l'Afrique, on gagne sur le Maroc d'une manière claire et nette et spontanée. Zama, si on faisait cette démarche d'aller vers le plus haut, pour pouvoir lever au plus bas, je crois qu'on réussirait à coup sûr.
Parce que c'est pas demandeur de grande énergie. Je crois qu'il y a des potentialités aujourd'hui formidables. Il suffit de pouvoir les réunir autour d'espaces où ils pourront exceller et ils pourront démontrer ce qu'ils savent, ce qu'ils détiennent comme trésor poétique. Tu es très présent dans les réseaux sociaux. Comment tu te nourris à travers les feedbacks que tu as? Et quel regard tu portes justement sur l'activité, dans les réseaux sociaux de la part de la société marocaine? Comment tu lis ça? C'est le même regard que je porte quand je sors dans la rue. Parce que les réseaux, effectivement, c'est le pendant, heu numérique de la société qui se trouve dans la rue. C'est exactement pareil. Il faut savoir faire la part des choses quand on sort dans la rue. Il faut, choisir avec qui on parle, avec qui on va prendre un café, avec qui, débattre, choisir qui on va saluer et quand on fait cette démarche de pouvoir créer autour de soi une collectivité, encore une fois, à travers les réseaux, qui est intéressée par, cet échange poétique, philosophique, humaniste ou c'est tout bonheur et ça marche. Ça marche sincèrement, j'aime. Et moi, je suis heureux que ça marche. Moi, je le vois que ça marche parce que je te suis et je vois aussi que tu voyages beaucoup. Tu es allé il y a quelque temps au Canada rencontrer la diaspora. Oui. Pareil, je j'ai trouvé ça d'abord, super intéressant et quand tu fais ce type de voyage et tu reviens, qu'est-ce que tu retiens quoi de cette, rencontre avec la diaspora, par exemple, au Canada ou ailleurs d'ailleurs? Je retiens ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut aller partout, changer de langue, changer d'outils, changer d'habits, changer on reste marocain. تمغربية اللي sincèrement, elle est très forte chez chacun de nous, qu'importe où il est, qu'importe depuis quand il n'est plus sur le territoire, on reste fondamentalement marocain et j'ai eu l'occasion, le bonheur de partager, avec ces gens-là qui sont formidables autour de à Marche Verte et je te dis pas toute l'émotion là qu'on a, on avait la chair de poule de parler de ça et tout le monde, chacun racontait de son côté ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait écouté, ouais et c'est ça qui fait que nous sommes ce que nous sommes et que nous sommes différents aussi. Parce qu'à l'occasion, on m'avait posé des questions un petit peu en aparté, je suis un peu bizarre. Comme vous savez, le temps politique au Maroc est complètement différent. On n'a pas le même tempo, mais on a des valeurs ancestrales qui font qu'on reste sur notre voie et c'est ça qui est fondamental. Alors, ce qui est fondamental, c'est aussi parfois des croyances limitantes de la Oui, part de la société marocaine. Et quand j'ai échangé avec des amis en disant: «Je vais recevoir Khaïs Ben Yahya», elle me dit: «Ah bon, tu crois, c'est sûr?» Il va te dire: «Oui, il travaille au cabinet royal», parce que l'institution, pour les gens, c'est quelque chose de fermé, une boîte noire. Et tu as accepté avec spontanéité justement et tu es là aujourd'hui. Donc quel est le message derrière ça? bah, il y a pas de message, moi je porte pas de message. Quand tu as appelé à Kais, tu vas pas envoyer une invitation au cabinet, ouais, tu as appelé à Kais. Absolument, ouais. Moi je suis citoyen et j'ai une responsabilité de citoyen de partager ce que je suis, qui est porté au plus haut niveau. Je ne peux pas m'interdire de le faire parce que ça serait trahir ce que je suis et je le reste moi, Kais. L Ces gens-là qui ont connu Kais il y a 20 ans, 30 ans, devraient pouvoir le retrouver dans son discours aujourd'hui. Si je suis défaillant, c'est que quelque part, je ne suis pas correct. Heu, Sans prétendre que je suis porteur de l'institution. C'est un honneur d'être dans cette institution qui est je l'expression suprême de la citoyenneté. Si moi, je ne la développe pas à mon tout petit niveau, en tant que responsabilité vis-à-vis de l'autre, je ne serai pas porteur de cette image et moi je suis fier de le porter et j'ai l'honneur de le porter et de le partager surtout. En tout cas, ça, je te remercierai jamais assez et nos spectateurs, qui nous regardent nombreux de plus en plus et d'ailleurs, c'est à cela que je voudrais, avant de conclure cette émission, ce podcast, quel, quel est le message? Je ne dis pas que tu as un message, tu es une baguette magique, mais en tout cas, qu'est-ce que tu as envie de partager avec eux aujourd'hui pour être dans cet élan de positivisme dont on a besoin aujourd'hui, qui est important? Parce que le Maroc, encore une fois, connaît un momentum clairement puissant au niveau regard mondial, mais aussi au niveau interne, au niveau de la construction en cours de tous les projets. Comment tu pourrais leur donner envie? C'est très délicat, on ne peut pas dire ça en une seule phrase, chacun a sa manière d'avoir son envie de contribuer. Moi non moi ce que je dis d'une manière assez philosophique, heu et c'est de laisser l'enfant qui est en nous prendre le dessus. Parce que lui, il se trompe jamais. Ne pas être,
déformés par les conventions subies à travers le parcours. C'est de rester cet enfant qui a toujours été heureux, d'évoluer dans un espace où les valeurs étaient riches. Et si on donne la main à cet enfant, je crois qu'on arrivera à partager d'une meilleure manière. Il faut se libérer, voilà. Là, tu me mènes à une autre question philosophique. Vas-y, Heu, Peut-on rester soi-même dans notre environnement? on le doit. On le doit parce que, d'abord, si on n'est pas soi-même, on a trahi tous les autres. Et si on n'est pas soi-même, on n'atteint jamais le bonheur que nous recherchons. Parce qu'on est en défaillance par rapport aux repères qui font que nous sommes. Et être soi-même, je crois que c'est la meilleure des voies pour atteindre la sérénité. Et la sérénité, par les temps qui courent, encore une fois, est tellement euh, désirée, tellement bienfaitrice. On en a besoin un peu partout. Je peux pas terminer ce podcast sans te mettre, en situation. Et là, tu fronces les sourcils et tu ouvres les yeux grands. Oh là là! Est-ce que tu pourrais conclure ce podcast avec quelques vers, que tu maîtrises à merveille? Et je te laisse le temps heu, de prendre les mots que tu as envie de prendre pour quelque part clôturer cette conversation qui a été destinée, non seulement aux Marocains et aux Marocaines, à la jeunesse, à la diaspora aussi, et qui ont pu aussi te voir sous un autre visage, au-delà du code de l'image institutionnelle. Est-ce que tu as quelques vers à partager avec nous avant de clôturer cette Alors, podcast? d'abord, j'ai tellement écrit que je ne retiens pas mes vers. Alors, Oui, je ne les apprends pas. Par contre, là, tu me prends au dépourvu et j'aimerais peut-être dire deux mots. oui. Que vous me dites que je suis poète. Et alors, vous aussi. Il suffit de rester soi-même et peut-être dire merci. Merci Raïs. Merci à toi. Merci Raïs Ben Yahia. Mesdames et messieurs, c'était un moment de plaisir que j'espère vous avez beaucoup partagé. Vous avez découvert le poète, le musicien, l'intellectuel, le professionnel de la communication aussi, mais surtout un homme, un vrai, avec des racines, une identité qu'il a partagée avec nous et surtout un message. Restez soi-même, restez vrai dans un Maroc qui connaît un moment particulier, très positif et qu'ensemble, on peut le faire. À bientôt.